Voilà. Bien. Donc, on va commencer la conférence du soir. À cette occasion, je tiens à remercier Monsieur Laurent Grou d'être présent ici ce soir, parce que je sais l'effort que ça représente, parce que aujourd'hui samedi, grève des transports, vous êtes venu en voiture, vous repartez ce soir parce que vous avez rendez-vous demain. Donc effectivement, j'ai parfaitement conscience de ce que ça représente et pour ça, je vous remercie vraiment vivement. Monsieur Grigou, qui est directeur de recherche au CEA, qui a été responsable de plusieurs instruments en fait sur des sondes, enfin des sondes spatiales, des satellites d'observation, et qui a écrit justement un livre, L'astronome du chapeau pointu à l'ordinateur, qui va retracer en fait un peu plus de 2 millions d'histoires de l'astronomie. Voilà. Et si vous voulez dédicacer le livre, on prendra un temps tout à l'heure pour ce ça. Je vous laisse la parole. Pendant l'intervention, si à un moment donné il y a une question qui se pose, n'hésitez pas, faites signe. L'échange sera encore plus riche. Et après la conférence, de toute façon, on va garder un temps d'échange pour discuter. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Bon, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je pense que c'est une bonne manière de... D'accord. D'accord. Merci. Oui, je pense qu'il faut avoir des liens assez forts entre les astronomes professionnels et les astronomes amateurs. Et je pense que cette occasion de cette journée que vous avez organisée, je suis très content de pouvoir y participer et puis de contribuer un peu à ce dialogue que l'on doit avoir entre les personnes dont c'est le métier et les personnes dont c'est la passion. Alors en fait, on partage tous, parce que même les astronomes dont c'est le métier ont aussi une certaine passion pour leur métier. Donc je pense que sur ce point-là, au moins, on se rencontre. Alors, comme l'a dit Eric, effectivement, vous n'hésitez pas à poser des questions, parce que bon, c'est même pas quelque chose de très formel. Et je préfère répondre aux questions d'abord parce que je suis pas toujours très clair. Donc, si je suis pas clair, il faut me le dire et puis réclamer des explications supplémentaires. Et puis, je pense aussi que c'est plus vivant. Donc, personnellement, j'aime mieux avoir des interactions comme ça, que ce soit un cours professoral. Alors, ce qui est remarquable, c'est pas absolument unique dans l'astronomie, toutes les sciences ont énormément évolué dans les 30 dernières années. Bon, ça a suivi le progrès des technologies. Il y a tout de même eu des avancées remarquables qui ont été faites en astronomie, dans les méthodes d'observation, et qui ont influé non seulement sur les méthodes d'observation, mais aussi même sur les buts de l'astronomie. Donc j'ai retracé ici juste quelques petites grandes étapes. Donc ici, vous avez donc dans les années 50, après la guerre de 40, et grâce au progrès qui avait été fait pendant la guerre sur les radars, la radioastronomie s'est développée. Vers les années 1970, la radioastronomie a dérivé vers le domaine des micro-ondes, ce qu'on appelle la radioastronomie millimétrique. Dans les années 80 sont apparus les premiers détecteurs en silicium, pardon. Donc les CCD ou les équivalents qui fonctionnent dans l'infrarouge. À partir des années 1980 aussi, bon, il y en a eu quelques-uns avant, mais les premiers grands observatoires spatiaux ont été lancés dans les années 80. Dans les années 1990, et je reviendrai un peu là-dessus, ont démarré vraiment l'utilisation massive des techniques permettant d'augmenter la résolution angulaire des télescopes. Vers les années 2000, on a commencé à ouvrir ce qu'on appelle l'astronomie à grand champ, c'est-à-dire couvrant des très grandes portions du ciel. Ça, j'y reviendrai aussi. Et s'est intéressé à ce qu'on appelle l'astronomie des transitoires, puisque bon, pendant très longtemps, le ciel était considéré comme la sphère des fixes. Donc les étoiles étaient invariables. Bon, maintenant, on a appris qu'elles bougeaient, qu'elles explosaient, qu'il se passait des tas de choses. Et donc, il y a tout un regain d'intérêt pour ces phénomènes transitoires. Et puis, depuis très récemment,
on a ouvert le domaine de l'astronomie à un domaine autre que la lumière sous toutes ses formes, allant des rayons gamma jusqu'à la radio. Et maintenant, on fait de l'astronomie d'autres manières. Bon, vous avez tous entendu parler de la première découverte des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire de l'astronomie. Alors, il n'est évidemment pas question en une heure de couvrir l'ensemble de cette évolution. Je vais prendre deux exemples en ce qui concerne les développements, comment se sont passés les développements technologiques. Donc un sur le développement de l'astronomie à haute résolution angulaire et le deuxième sur les détecteurs. Et après, j'ai choisi deux nouvelles formes de faire de l'astronomie. Et puis je terminerai en faisant un peu les petits panoramas des implications que ça a sur le futur de l'astronomie. Donc la haute résolution angulaire, c'est quelque chose qui est indispensable dès que vous commencez à faire des observations en astronomie. Bon, vous avez tous regardé dans un télescope, vous avez tous des télescopes, bon, vous savez que l'atmosphère dégrade les images et donc vous ne pouvez pas utiliser votre télescope au mieux de ses capacités. Votre image est floutée. Et vous, là, si vous regardez dans un télescope taille moyenne la Lune, vous ne voyez pas grand-chose, simplement parce que l'image est dégradée lorsque la lumière de la Lune arrive, traverse l'atmosphère. Et avec des techniques sur lesquelles je vais revenir, on peut arriver à retrouver la résolution nominale du télescope et ça donne évidemment tout de suite une image qui est plus intéressante. Et c'est des choses qui se sont développées au cours des années. Alors c'est un vieux problème en fait qui est connu depuis très longtemps, depuis que les gens ont utilisé des télescopes. Et le premier article qui donne une manière de corriger les perturbations apportées par l'atmosphère, il date de 1953. Et dans cet article, il fait la théorie de la dégradation et il explique comment faire pour corriger ces dégradations. Le seul défaut de cet article, c'est qu'il n'y avait absolument pas les technologies à l'époque pour le faire. Donc c'est resté quelque chose d'un peu théorique. Et ça s'est débloqué, en fait, pas à cause des astronomes, mais à cause des militaires. Alors les militaires, dans les années 60, c'était le début de ce qu'on a appelé la guerre de l'espace entre les Russes et les Américains. Et ils ont commencé, les uns et les autres, à lancer des satellites espions pour faire des photos du territoire. Alors les Russes lançaient des satellites pour observer les États-Unis et vice-versa. Et donc les deux pays voulaient absolument savoir qu'est-ce qui passait au-dessus de chez eux et qu'est-ce qui est en train de les observer. Et donc pour ça, il fallait développer des techniques de haute résolution angulaire parce que sinon on voyait juste un point sur le satellite, un point qui passait, et on ne pouvait pas en déduire grand-chose. Donc en fait, ils ont eu exactement le même besoin que les astronomes. Alors évidemment, ils avaient beaucoup plus de moyens financiers. Et c'est des ingénieurs qui travaillaient pour la défense aux États-Unis, qui ont inventé la méthode qui a été après utilisée par tout le monde, qui est une méthode de ce qu'on appelle le masque de Shak-Hartmann, qui était donc inventé par... Alors c'est un système qui est un petit peu compliqué. En fait, il y a un système qui permet... Vous faites une série d'images de votre... Vous avez la lumière qui arrive depuis l'étoile, qui passe à travers le télescope, qui est dégradée, et vous faites des sous-images. Et si vous avez une image parfaite, chacun des petites images doit se mettre sur une grille carrée, comme ça. Et si vous avez une image qui est dégradée, au lieu d'avoir une belle grille régulière, comme ça, vous avez les points qui bougent. Et puis vous avez un espèce de... Votre grille est déformée, et à ce moment-là, on comprend qu'il est facile, enfin sur le papier, il est facile de dire ce point-là, il doit être là, celui-là, il doit être là, etc. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire,
c'est avoir un système électronique qui calcule de combien il faut déformer un miroir pour qu'on puisse remettre le point ici à la bonne place. Et à ce moment-là, on recrée une image théoriquement parfaite. Donc le système, il fonctionne de cette manière-là. Vous avez votre étoile, la lumière arrive, est dégradée par l'atmosphère, et puis vous avez, ça rentre dans le télescope, et puis ici vous avez un système qui renvoie le télescope sur la lumière captée par le télescope sur un miroir que vous pouvez déformer. Et ici vous avez une lame qui permet de renvoyer une partie de la lumière sur l'analyseur de front d'onde, donc le masque que je vous ai montré, un système électronique qui va compenser et la déformation en bougeant le miroir de ce qu'il faut pour recréer une image parfaite. Et puis, donc évidemment, là, vous avez la caméra ou l'instrument qui utilise cette lumière corrigée. Alors évidemment, il faut que ça fonctionne très vite. Quand vous êtes dans le visible, il faut que le système fonctionne à peu près au dixième de seconde. Quand vous êtes dans l'infrarouge, ça peut être de la seconde. Mais enfin, c'est une des choses qui doivent aller très vite. Et c'est pour ça qu'en fait, en 1953, c'était impossible de faire ce genre de... On n'avait pas l'électronique, on n'avait pas les détecteurs et on n'avait pas la méthode de Schack-Hartmann. Donc c'était vraiment infaisable. Alors c'est quelque chose qui maintenant se développe partout. Bon, ça c'est une version moderne où on corrige à la fois des déformations de l'altitude à très haute altitude, disons 10 km, l'atmosphère, et aussi de la turbulence qui est générée juste devant le télescope. Le ground layer, c'est vraiment la turbulence qui est devant le télescope, qui est due au vent qu'il y a sur les montagnes et des choses comme ça. Alors, tout ce système-là a été développé donc, pour les besoins de la défense aux États-Unis et en utilisant Alors, les astronomes savaient que les ingénieurs de la défense américaine travaillaient sur ça parce qu'ils étaient il n'y avait même pas de l'espionnage, mais enfin, il y avait certains canaux d'information. Mais ils ne savaient pas très bien quelles étaient vraiment les performances atteintes. Et alors, en 1981, il y a eu le premier vol de la navette spatiale. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un problème au décollage. Il y a eu un certain nombre de tuiles qui ont été arrachées. Alors, ils ont retrouvé les tuiles au sol et ils ne savaient pas combien ils en avaient perdu. Et donc, ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire re-rentrer la navette sans la détruire complètement. Donc, ils ont fait des observations avec un télescope qui était à Hawaï. Et donc, ils ont réussi à compter le nombre de tuiles. Alors ça, après, c'était très facile, c'est un calcul élémentaire. Vous connaissez la taille d'une tuile, vous connaissez la distance à laquelle vole la navette. Donc, vous avez la résolution angulaire. Et donc, on savait que les Américains, enfin les ingénieurs américains de la défense avaient fait un système d'optique adaptative qui fonctionnait correctement. Alors après, en 1983, ça s'est gâté parce qu'il y a eu l'initiative de défense de Ronald Reagan et qui a tout classifié. Pas tellement pour faire à cause de la haute résolution angulaire pour faire les observations, mais parce que le même système peut vous servir à focaliser un laser très loin. Et donc l'idée de l'initiative de défense à cette époque-là, c'était d'arriver à focaliser des lasers sur des missiles russes pour qu'ils explosent en vol. Donc il fallait focaliser un laser relativement loin avec des techniques d'optique adaptative. Alors c'était pas les Américains ont vraiment développé des trucs comme ça, ils les avaient embarqués dans des avions. Ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Mais heureusement, en 1991, le système coûtait très cher et ne fonctionnait pas. Donc tout a été déclassifié. Et donc, du coup, c'est retombé dans le domaine public et les astronomes ont pu en profiter. Et donc, il y a eu des systèmes qui se sont immédiatement développés. On a pu avoir accès
aussi aux détecteurs infrarouges de nouvelle génération. Et ça a ouvert le domaine de l'optique adaptative disons, pour l'astronomie civile. Et donc, bon, vous avez ici, je crois que c'était un des premiers systèmes qui était installé à l'ESO sur le VLT. Et ça a permis donc de faire des images à haute résolution angulaire, ce qui est extrêmement utile pour, par exemple, essayer d'étudier des exoplanètes qui sont à côté d'étoiles brillantes, ou des environnements de trous noirs, ou tous les programmes qui demandent de la très haute résolution angulaire. Le problème qu'il y avait à l'époque, c'était que pour faire cette correction, il faut que vous ayez une source très brillante dans le champ. Donc il faut que vous ayez une étoile brillante qui vous permet d'avoir donné suffisamment de lumière pour faire fonctionner votre boucle d'asservissement. Et ça, il y a des étoiles brillantes. Heureusement, il n'y en a pas partout dans le ciel. Enfin, heureusement pour les astronomes, sinon on ne verrait rien. Mais par contre, pour l'optique adaptative, ce n'était pas extraordinaire. Donc l'idée a été d'utiliser non plus des étoiles, mais des fausses étoiles qui sont créées en utilisant des lasers. On utilise des lasers. Alors ça, c'est des lasers avec au sodium qui excitent des raies, des bandes de sodium qui sont à peu près à 10 km d'altitude dans l'atmosphère. Et on regarde la lumière rétrodiffusée avec le télescope. Donc à ce moment-là, vous avez créé une étoile qui n'est pas à l'infini, qui est à 10 km, mais enfin c'est déjà mieux que rien. Et ça vous permet de faire la correction. Et maintenant, en fait, là, c'était au début, il y avait un seul laser. Et maintenant, on utilise des systèmes. Ça, c'est sur le télescope VLT à l'ESO. Il y a 4 lasers qui tirent en même temps, qui créent 4 étoiles artificielles qui permettent de moyenner le signal. Et c'est maintenant l'utilisation courante. Le seul problème, c'est que quand on est au VLT, le Chili, c'est pas très grand, et les avions passent pas très loin. Donc il y a un problème de temps en temps. Enfin bon. Comment? Donc, et après, maintenant c'est devenu de l'utilisation courante. Et tous les grands télescopes qui sont en cours de construction, donc la génération actuelle de télescopes qui sont plus grands que 30 mètres, ne peuvent fonctionner qu'avec des systèmes d'optique adaptative. S'il n'y avait pas d'optique adaptative sur ces télescopes-là, ils ne donneraient même pas une image. Il faut se rendre compte de ça. Donc ici, vous avez le projet phare de l'Observatoire européen austral, donc de l'ESO, qui est un télescope qui s'appelle le Extremely Large Telescope, qui fait 39 mètres de diamètre. C'est grand. Hein. La surface, l'empreinte au sol de ça, c'est 1 hectare, pour vous donner la taille. Donc là, vous avez le plan en fait de l'installation, sur lequel vous voyez le miroir primaire de 39 mètres, les miroirs secondaires, puis toute une série et ici les plateformes pour construire les instruments. Donc c'est quelque chose qui est colossal. Le miroir secondaire fait 4 mètres de diamètre déjà. Rien que... Et lorsqu'il fonctionne, alors ici vous avez les télescopes auxiliaires qui servent en fait à lancer les faisceaux laser pour faire et quand il sera en fonctionnement, ça donnera quelque chose comme ça. Alors vous me direz, ça a l'air un peu idiot d'envoyer de la lumière pour un télescope, mais en fait c'est pas gênant parce que ces lasers ne fonctionnent que dans l'arrêt du sodium. Donc évidemment, si vous voulez regarder le sodium dans les étoiles, vous êtes mal parti. Mais si vous voulez regarder autre chose que le sodium, vous n'êtes pas gêné parce que ça ne fait pas de pollution lumineuse en dehors de l'arrêt du sodium. Alors l'autre solution, donc, finalement, c'était d'aller dans l'espace. Parce qu'évidemment, là, on n'a plus de problème, plus de dégradation, on est au-dessus de l'atmosphère. Et on gagnait aussi sur un autre point, qui est que le ciel nocturne
est quelque chose qui est très brillant. C'est en fait, vous vous rendez pas compte, le ciel vous paraît noir, mais par rapport à la sensibilité des observations en astronomie, c'est une source très brillante qui vient se superposer à la lumière des étoiles. On regarde couramment des étoiles qui sont 1000 fois moins lumineuses que le fond de ciel, même dans les nuits les plus noires qu'on peut avoir au Chili. Donc on gagne à la fois sur l'absence de dégradation, donc on a des images plus piquées, et par l'absence d'émission du ciel. Alors évidemment, on gagne par contre toute la complexité du spatial. C'est compliqué de faire un satellite. On ne peut pas embarquer non plus un télescope de 40 mètres dans l'espace. On a des contraintes de taille et puis de radiation. Il y a beaucoup de radiation dans l'espace et c'est dommageable pour les électroniques, pour les détecteurs. Donc ça donne des tas de contraintes supplémentaires, mais par contre le gain est extrêmement spectaculaire. Et bon, vous avez tous vu des images du premier grand satellite d'observation dans le visible, qui était le Hubble Space Telescope, qui a été lancé en 1990 et qui fonctionne depuis, et qui a donné ces images spectaculaires que vous avez tous dû voir. Alors le Hubble Space Telescope donc, arrive en fin de vie, et son successeur devait être lancé cette année. Et en fait, il sera lancé en 2020. Donc c'est un télescope de 6,50 mètres de diamètre. Il a coûté, au jour d'aujourd'hui, 8 milliards de dollars. Et comme il y a 2 ans de retard, je pense que ça sera un peu plus en finale, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, si j'arrive... Alors, j'ai une petite vidéo qui vous montre la complexité du JWST. Alors après, je ferai un quiz, c'est quelle est la probabilité que ça fonctionne à la fin. Donc ça dure 3-4 minutes, je crois. Donc là, vous avez... Alors évidemment, c'est tout plié quand ça part, parce qu'il faut que ça tienne dans la coiffe d'une fusée. Donc en haut, vous avez le temps depuis le lancement. Donc là, on commence à déplier les panneaux solaires, l'antenne qui est ici. Bon, il faut le remettre dans la bonne position. Évidemment, il faut pas quand on fait ça, il faut faire très attention à la position par rapport au soleil pour pas remettre trop de lumière dans le... Voilà, donc là on met l'antenne qui permet les communications avec le sol, parce que là il fonctionne en automatique, il n'y a pas de liaison avec le sol. Et là on le remet en bonne position pour qu'il puisse avoir effectivement que l'antenne pointe en direction de la Terre. Donc là ça c'est le pare-soleil qui se déplie, enfin un des 2 pare-soleil. Il faut protéger évidemment le télescope de la lumière du soleil. Là, donc c'est l'autre moitié. Alors quand j'ai travaillé dans le spatial, le premier instrument sur lequel j'ai travaillé, il y avait 6 moteurs. Et on nous a dit ça ne marchera jamais, ça tombera en panne. On ne peut pas avoir plus de... Il ne faut pas de moteur dans un satellite. Donc après, vous voyez, ça se déroule. En fait, c'est une sorte de plastique, c'est du mylar argenté qui s'étire
et qui se déplie. Alors, il faut voir que ça, c'est un terrain de tennis. C'est pas l'échelle. Donc, et tout ça, ça se tire. Vous voyez là la manière dont ça. Euh, donc, voilà. Et alors, donc là, on le tend. Et en fait, il y a 7 couches superposées. Et il faut les déplier, les décoller les unes des autres pour que ça fasse en même temps bouclier thermique. Donc là, on va commencer à déployer le. Donc là, on commence à refroidir. Là, on va commencer à mettre le miroir secondaire, qui est ici, qui vient se déplier puis se mettre en bonne position. Et puis là, le miroir primaire qui est plié en 3 va se décoller pour se remettre correctement. Comment? Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le détail des opérations, mais enfin bon, c'est. Voilà, donc là, il est quasiment arrivé à l'endroit où il va se mettre en orbite, ce qu'on appelle le point de Lagrange. En fait, il va tourner sur des orbites qui sont comme ça. Voilà, donc ça va durer donc un certain temps. Il y a le suspense, ça va durer. Alors évidemment, si le danger principal, c'est qu'il y ait des trous dans le pare-soleil, parce que là, c'est la. Oui. Alors, les panneaux solaires servent à faire de l'électricité qui sert à alimenter tous les détecteurs, toutes les électroniques, tous les systèmes de communication. Et à bord, il y a des petits réacteurs qui permettent de faire la correction pour que ça reste sur l'orbite. Voilà, parce que l'orbite n'est pas vraiment stable, donc il faut la corriger en permanence. Il y a des gyroscopes, évidemment, mais on est obligé de faire un réglage fin avec des petits réacteurs. Voilà, donc un point sur les détecteurs. Donc le problème des détecteurs, c'est que ça a toujours été excessivement cher à développer et que pour l'astronomie, c'était trop cher. Donc là aussi, on a bénéficié des développements qui étaient faits essentiellement pour les besoins de la défense. Donc ou pour d'autres besoins, d'ailleurs, parce que les premiers CCD avaient été fabriqués pour faire pas du tout des images. Il faut faire du traitement du signal dans des oscilloscopes numériques. Et après, ils ont été utilisés pour faire les premiers systèmes de guidage sur les missiles de croisière. Et ça a été commencé à être utilisé en astronomie vers 1978. Et que ça a été une vraie révolution au point de vue sensibilité. Enfin, toutes les performances étaient des facteurs largement supérieurs à ce qu'on pouvait faire avec des plaques photo ou avec les caméras de télévision un peu bricolées qu'on utilisait avant. Et en 5 ans, les CCD se sont répandus sur tous les télescopes professionnels du monde. Alors, là où il y a eu un travail qui a été fait vraiment en symbiose entre les gens qui développaient les CCD et les astronomes, parce qu'on utilisait les CCD dans les conditions où personne d'autre ne les utilisait, c'est-à-dire à froid et avec des flux de lumière très faibles.
Donc on voyait beaucoup plus les défauts que ce que les gens, soit dans les fabricants, soit dans les applications pour la défense, regardaient. Et donc en fait le travail a été, nous on signalait, enfin les astronomes en général signalaient quels étaient les défauts, faisaient des suggestions d'amélioration de techniques. Et il y avait un travail itératif qui a été fait pendant une dizaine d'années et qui a permis de mettre au point les CCD ou les générations de détecteurs CMOS que vous utilisez dans vos smartphones. Et en fait, c'est dû à ce travail en collaboration entre les astronomes et les gens qui travaillaient sur les CCD dans l'industrie. On a toujours des besoins qui sont un peu particuliers par rapport aux autres domaines. En particulier, nous, on cherche des très grandes tailles. Donc ici, vous avez quelque chose qu'on avait construit au CEA dans les années 2000 qui faisait 18 000 par 18 000 pixels. Bon, vous avez l'échelle, le plan focal, c'est ça. Et maintenant, j'en reviendrai dessus, mais il y a une caméra aux États-Unis qui fait 3 milliards de pixels. C'est un peu plus que ce que vous avez dans votre smartphone. Pour les détecteurs infrarouges, là, ça a pris un peu plus de temps parce que c'est des technologies qui sont beaucoup plus compliquées. Mais c'était ça a été le même schéma, en fait. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'infrarouge? Bon, vous avez vu la présentation qui a été faite sur les photographies historiques, où on voyait ces espèces de nuages sombres. Ces nuages sombres, ils sont en fait remplis de gaz et de poussière. Et quand vous les regardez dans le visible, ils apparaissent sombres. Et quand vous les regardez en infrarouge, vous voyez l'émission de ce gaz et de ces poussières. Donc ici, vous avez la nébuleuse d'Orion, la constellation d'Orion, telle que vous la voyez. Alors vous voyez bien que la nébuleuse d'Orion ici, c'est quelque chose qui est tendu. Enfin, ça, vous avez pu le voir dans vos télescopes. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est que tout ça, c'est rempli de gaz. Et puis, c'est ça que vous voyez en infrarouge. Donc, l'observation dans l'infrarouge vous donne accès à tout ce système-là que autrement vous ne voyez pas. Comment? Ah, mais vous avez de la poussière dans toute la Voie lactée. Alors, il y a des endroits où il y en a beaucoup. En plus, elle est chauffée, donc elle est très brillante. Il y a des endroits où elle n'est pas chauffée, elle est très sombre, et on la voit, elle absorbe simplement. Mais vous avez du gaz et de la poussière dans toute la Voie lactée. Enfin, vous dites chauffer, mais est-ce que vous avez une idée de la température de cette poussière? Comment? C'est moins 250 degrés. C'est très froid, c'est pour ça que ça rayonne dans l'infrarouge. Bon, pas là, hein, là c'est plus chaud, mais là, ce gaz diffus, il est à effectivement moins 260 degrés. Donc l'astronomie infrarouge, c'était exactement le même schéma que pour les CCD, avec ce travail qui était fait un peu en symbiose avec les ingénieurs de la défense. Et quand on avait il y a eu toute une lignée de satellites, parce que pour observer dans l'infrarouge, il faut être en dehors de l'atmosphère, parce que vous savez que l'atmosphère coupe l'infrarouge, donc vous ne voyez rien au sol, ou quasiment rien. Et donc, vous avez les premiers satellites infrarouges ont été lancés en 1983. C'était un tout petit satellite avec un télescope de 60 cm qui balayait le ciel en continu. Et puis après, progressivement, on a travaillé sur des satellites plus gros, dont le satellite Herschel, qui était lancé en 2009. Et donc, il fonctionne, lui, dans l'infrarouge lointain. Donc, il a fonctionné de 2009 à 2012. Et alors, on avait travaillé sur les détecteurs d'ISO, enfin sur ISO et en particulier sur la caméra de ce satellite. Et les détecteurs qu'on avait étaient encore classés matériel de guerre. Ce qui posait un certain nombre de problèmes parce qu'il fallait que tous les gens qui travaillent sur ce détecteur, sur l'instrument, soient habilités confidentiel défense.
Des fois, ça n'est pas si facile que ça. Et alors, en fait, maintenant, il y a aussi plein d'applications pratiques. Bon, ça, c'est des caméras qui fonctionnent à 10 microns qui vous permettent de savoir la température des gens. Vous pouvez mettre ça dans un aéroport où il y a une épidémie de grippe. Vous savez immédiatement que ce monsieur-là n'aura pas le droit de monter dans un avion ni de rentrer dans un pays parce que il a la fièvre. Un autre exemple d'application qui existe déjà, ça existe sur certaines grosses voitures de luxe, c'est des caméras de vision nocturne. Donc ici, vous voyez ce que vous voyez avec juste les phares. Vous voyez rien. Et en fait, si vous avez une caméra infrarouge thermique, vous voyez qu'il y a 2 piétons là que vous alliez écraser. Et donc maintenant, ce sont des systèmes qui commencent à rentrer dans le domaine public. Une caméra comme ça coûte 1500, 2000 euros, tout compris. Alors, si vous achetez une grosse Mercedes à 100 000 euros, c'est pas cher. Si vous achetez une Twingo, ça commence à être un peu plus dur. D'ailleurs, ça n'existe pas sur les Twingo. Non. Bon, alors je passe sur la partie infrarouge plus lointaine, parce que ça, c'est la même chose. Les détecteurs sont un peu plus compliqués, ils sont plus bizarres, ils fonctionnent à température très basse. Ce détecteur-là, il fonctionnait à 300 millikelvin, c'est-à-dire juste 300 millidegrés au-dessus du zéro absolu. C'est vraiment très très froid. Mais par contre, ça permet de faire Vous avez ici la galaxie d'Andromède, que vous avez certainement tous dû observer, mais pas comme ça, parce que là, ce que vous voyez, c'est toutes les poussières, le gaz. Alors, c'est superposé aussi à une autre avancée due au spatial. Ce sont ce qui est en bleu, c'est ce qu'on observe en rayon X. Alors, en rayon X, c'est exactement l'inverse. On ne voit pas le gaz. Par contre, ce qu'on voit, ce sont toutes les étoiles un peu particulières, en particulier toutes les étoiles à neutrons, qui sont des émetteurs X extrêmement importants. Et donc, ça c'est une photo qu'on n'aurait absolument pas pu prendre sans le spatial. Et c'est aussi, là maintenant, il y a des retombées qui sont dans le domaine public, avec beaucoup d'applications pour le système de sécurité, pour la détection de molécules. Donc vous pouvez tester toute une série de molécules, en particulier pour détecter des explosifs. Et puis vous pouvez aussi faire des caméras de surveillance, parce que dans le domaine de l'infrarouge lointain, ça passe un peu à travers partout. Bon, vous savez que votre smartphone, vous pouvez l'entendre ici. Donc les micro-ondes traversent beaucoup de choses, en particulier les habits. Et donc là, vous avez un monsieur, et puis vous voyez que, en fait, si vous le regardez à 1 mm, vous voyez qu'il a un revolver en plastique ici, que vous ne voyez pas ici, qui ne passerait pas au rayon X, et qu'il a un couteau dans sa poche. Alors, vous pouvez mettre ça n'importe où. En fait, la seule limitation actuelle, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'acceptation par la société. Parce que, bon, là, c'est un peu flouté, mais si vous voyez, en fait, la personne est vraiment, vous la voyez comme si elle est vraiment nue. Enfin, elle est vraiment nue. Et donc, ça pose quelques problèmes qui ne sont pas complètement scientifiques. Et en fait, aussi, il y a quelque chose qui a changé dans ces dernières années, c'est que pendant très longtemps, tous les développements de haute technologie auxquels ont eu accès les astronomes étaient poussés par les besoins de la défense. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Tous les développements de haute technologie sont poussés par les applications grand public. Ce qui intéresse les gens, c'est de fabriquer des millions de smartphones avec des détecteurs infrarouges. Ça ne les intéresse pas. Les marchés militaires ou astronomes, c'est vraiment c'est des niches. Et vous voyez ici l'augmentation de la part de la fabrication des détecteurs infrarouges. Ici, là, vous avez les militaires, ça reste constant. Et puis là, vous avez l'explosion qui est due à... Et alors, pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce que
on avait des besoins assez similaires à ceux qu'avaient les militaires. Pas complètement, mais il y avait des points communs. Ici, on n'en a aucun avec les gens qui font... si vous faites un détecteur qui coûte 2 dollars pour qu'on puisse le mettre dans un smartphone, c'est certainement pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser en astronomie de manière simple. C'est pas les mêmes pixels, c'est pas les mêmes sensibilités, c'est même pas la même qualité, etc. Donc ça pose un changement de manière de travailler en utilisant ces technologies. Donc je vais dire un mot maintenant des nouvelles astronomies. Et j'ai pris deux exemples, donc l'astronomie grand champ et puis l'astronomie multimessager. Alors qu'est-ce que c'est que l'astronomie grand champ? En fait, c'est couvrir des très grandes étendues du ciel dans le but d'obtenir des catalogues complets d'objets. Bon, et ou alors d'obtenir des informations non plus sur un objet individuel, mais sur une statistique d'une classe d'objets. Et puis aussi d'aller rechercher des objets qui sont rares. Il y a des objets dans l'univers, on sait qu'il y en a 1 ou 2 par degré carré. Et des objets aussi qui sont variables. Donc pour ça, vous avez besoin de faire découvrir des grandes surfaces et de manière assez répétitive. Alors l'exemple le plus frappant, donc vous avez peut-être vu, c'est le satellite Gaïa qui a fait le premier relevé, j'appelais complet, en fait il n'est pas complet, mais enfin il couvre toute la Voie lactée. Il a été lancé en 2013 et il a étudié individuellement 1% des étoiles de la Voie lactée. Alors vous me direz 1%, c'est pas beaucoup. En fait, ça fait déjà pratiquement 2 milliards d'étoiles. Ça fait, donc voilà l'image de la Voie lactée telle que l'a vue Gaïa. Alors c'est pas une vraie image, hein. En fait, le codage, en fait, c'est la densité d'étoiles en chaque point. C'est pour ça que vous voyez ici toutes les bandes noires d'absorption dont on parlait tout à l'heure, celles qu'on voit en infrarouge. Et puis vous voyez toutes les étoiles de la Voie lactée. J'ai les nuages de Magellan ici. Donc voilà le résultat. Donc il y a la position, les luminosités de 1,7 milliard d'étoiles, des mesures de température, des mesures de flux dans 2 couleurs, des distances mesurées avec des parallaxes ou des mouvements propres sur 1,3 milliard d'étoiles, et ça couvre toute la profondeur de la Voie lactée. C'est la première fois qu'on arrive à faire ça. Donc ça donne à manger maintenant à des astronomes, il y en a au moins pour 10 ans à utiliser. Alors il y a eu d'autres... Oui. Oui. Oui, c'est uniquement les plus brillantes. C'est-à-dire que c'est celles qu'on arrive à détecter et mesurer avec Gaïa. Et alors, si on voulait, après, en fait, on ne peut pas aller beaucoup plus loin non plus, parce qu'après, on arrive à les étoiles sont trop voisines les unes des autres, et on ne sait plus si on a affaire à une étoile ou une superposition d'étoiles. Donc, c'est les deux critères. En fait, en pratique, c'est vraiment des étoiles individuelles. Par contre, ça couvre l'ensemble de la Voie lactée. C'est la première fois qu'on arrive à mesurer des étoiles de l'autre côté de la Voie lactée par rapport au centre galactique. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Il y a énormément de travaux qui sont en train d'être faits justement sur Bon, parce que là, vous voyez les nuages de Magellan qui sont des galaxies satellites de la nôtre, mais il y en a plein. Il y en a plein. On voit qu'il y a des courants d'étoiles qui traversent la galaxie. Enfin, maintenant, on peut étudier la structure. Comme on a la luminosité, on a aussi la température des étoiles. On peut en déduire leur âge. On peut en déduire leur métallicité, les abondances en éléments. Donc on peut reconstituer l'histoire de la Voie lactée de manière beaucoup plus précise que tout ce qu'on pouvait faire avant. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui travaillent à la fois sur la formation dynamique de la Voie lactée, sur son évolution
stellaires, comment les étoiles sont formées, les générations successives, etc. Donc on aura avec Gaïa, on aura une bien meilleure compréhension de la formation de la Voie lactée. Plein d'autres choses d'ailleurs, mais en particulier ça. Donc le premier grand relevé qu'il y a eu, qui était fait du sol, alors il y en a eu avant, mais ça a vraiment été le premier très très grand, avait été fait avec une caméra, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, Megacam, qui était au foyer du télescope d'Hawaï, Canada, France, Hawaï ici. Pour vous donner une idée de l'ampleur, ça avait fait 500 nuits de télescope répartis sur 5 ans. C'est un télescope de 4 mètres, vous vous rendez compte, ça fait des nombres d'observations extrêmement importants. Et on a publié plus d'une centaine de papiers à partir de ces observations. Alors, les premiers relevés du ciel avaient été faits dans les années 1900 avec des plaques photos. Ça s'appelait la carte du ciel. Donc je crois que tout à l'heure, la personne qui parlait de l'astrographie a mentionné le nom. Et c'était un échec total parce qu'ils avaient pris des plaques photos. Ils ne savaient pas quoi en faire après. Ils avaient des belles plaques, mais ils ne pouvaient pas les analyser. Ils savaient pas. Alors, ils avaient commencé à mesurer les étoiles individuellement avec un microscope. Enfin bon, pour couvrir tout le ciel, ça n'allait pas très loin. Donc ça n'a jamais fonctionné. Et c'était pareil sur toutes les générations de grands surveys qui ont été faits avec des plaques photos. Avec les CCD, on a eu une chance, c'était que les CCD utilisent des technologies du silicium. C'est exactement la même technologie qui est utilisée pour faire les transistors qu'on met dans des ordinateurs. Donc en fait, vous avez ici le nombre total de CCD qui était disponible sur les télescopes, et ici le nombre de transistors qu'on pouvait mettre par CPU, c'est Central Processor Unit, c'est-à-dire par unité centrale d'un ordinateur. Donc en fait, c'est la même courbe, ce qui fait qu'on a toujours eu à disposition des ordinateurs capables d'analyser les données qu'on obtenait. Et c'est un avantage évidemment important. Alors quand on regarde, ici vous avez le nombre de galaxies qui ont été observées dans les relevés, celui que je vous montrais tout à l'heure. Donc on arrive maintenant à plus d'une dizaine disons la dizaine de milliards de galaxies. Et c'est entièrement dû à la mise à l'existence des CCD qui permettent de faire ces très grands relevés. Si vous regardez avec les plaques photo, c'est resté à 1 million de galaxies, ce qui était déjà pas mal avec les techniques de l'époque. Et l'augmentation de la taille des télescopes est restée, disons, la surface des télescopes disponibles est restée aussi, bon, elle a augmenté d'un facteur 10, mais elle n'a pas du tout cru, comme a cru le nombre d'objets qu'on a pu observer. Entièrement dû à l'existence des CCD et des moyens de calcul qui sont associés. Donc c'est bien d'avoir des grands télescopes, mais il faut aussi avoir des bons détecteurs et des instruments de traitement de données. Alors l'œuvre ultime, ça sera le LSST, le Large Synoptic Survey Telescope, qui est en cours de construction au Chili. C'est un projet américain, télescope de 8 mètres, avec une caméra de 3 milliards de pixels. Il commencera en 2023. Alors ça, j'ai extrait ça de la publicité du LSST, donc c'est en anglais. Donc en fait, le principe, c'est qu'il couvre tout le ciel accessible depuis le Chili en 4 jours, enfin 4 nuits. Et ils reviennent comme ça tout le temps. Donc ça fait... ils espèrent détecter 37 milliards d'étoiles et de galaxies, enfin principalement des galaxies. Et puis, ils vont chercher aussi des transitoires, des explosions d'étoiles ou autres. Donc, ça donne un volume de données qui est de l'ordre de 15 à 20 terabytes. Alors, un terabyte, c'est 2000 CD. Pour vous donner une idée. Donc, chaque nuit, c'est comme si vous aviez 40 000 CD qui sont pilés devant vous. Alors, évidemment, il faut les traiter. Et puis, quand vous aurez ça pendant 10 ans, à ce moment-là, on arrive à
aux 60 pétabytes. Alors un pétabyte, c'est 1000 terabytes. Donc, vous pouvez imaginer la pile. Et évidemment, il faut des énormes ordinateurs pour arriver à traiter tout ça, parce que sinon, ça restera lettre morte. Alors, il y a le pendant du LSST qui existe dans l'espace, qui s'appelle Euclide, qui est un satellite de l'ESA qui sera lancé en 2021 et qui va couvrir 15 000 degrés carrés en 6 ans. Alors évidemment, c'est dans l'espace, donc c'est pas un télescope de 8 mètres, c'est un télescope de 1,20 m, mais enfin bon, c'est... Et ça, c'est juste pour vous donner une idée de la complexité d'un instrument comme ça, ce qu'on arrive à faire dans les instruments embarqués. Vous avez ici le plan focal. Donc il y a 36 SCD qui font 4000 par 4000, des grosses bêtes. Et puis derrière, vous avez l'électronique froide qui permet de lire les CCD. Et puis ici, vous avez l'électronique chaude, les alimentations. Et puis derrière, vous avez tout ce qui permet de contrôler les obturateurs, la roue à filtre, la source de calibration. Et puis le centre de calcul à bord, parce qu'évidemment, il n'est pas question d'envoyer toutes les données au sol. Il faut les comprimer, il faut les analyser à bord et envoyer seulement des informations comprimées. Sinon, on n'a pas la bande passante pour l'envoyer au sol. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais après, il faut aussi comparer quelque chose. Une fois que vous avez un survey de 10 000 degrés carrés sur le ciel, vous en faites quoi? Donc, en fait, l'idée, c'est de le comparer à des modèles d'univers simulés. Donc, vous simulez un modèle d'univers, vous faites un certain nombre de suppositions en disant, ben voilà, au début, il y avait, après le Big Bang, il y avait telle structure dans l'univers, les galaxies se forment de telle et telle manière, elles évoluent de telle et telle manière, et vous en déduisez, vous reproduisez un ciel fictif, simulé, et vous le comparez aux observations. Donc ça, c'est... Ici, vous avez... Alors, maintenant, ça a aussi fait, grâce aux ordinateurs, des progrès énormes. Ici, vous avez des simulations de galaxies. Vous avez sans doute peut-être un peu limite pour les petits télescopes, c'est les galaxies des antennes, avec... Là, vous avez la simulation numérique, mais je l'ai mieux. Ici, vous avez la simulation numérique des antennes telle qu'elle était faite en 1970. Donc, il y avait 1000 points. Et ça marchait, ils arrivaient déjà à reproduire les antennes. Bon, maintenant, en 2015, voilà ce qu'on obtient. Il y a les étoiles, il y a le gaz froid, il y a le gaz chaud. Enfin, on arrive à faire des... Et maintenant, on peut recréer, donc, ce que vous disiez, des modèles d'univers. Là, vous avez une simulation qui a été faite sur un calculateur géant qui est en Espagne. Et donc, c'est une tranche d'univers. Et quand vous regardez, donc, vous avez ici tous ces filaments, c'est de la matière noire. Et puis, vous avez dans les croisements, comme ça, dans les intersections des filaments, vous avez des galaxies qui se forment. Donc, là, et puis, là, on la représente à grand champ, mais si vous faites un zoom sur cette partie-là, vous avez ici le détail de la formation d'une galaxie qui est en train de se former, une galaxie géante, qui est en train de se former au confluent de plusieurs filaments. Donc avec ce genre de simulation, vous comparez ça avec ce que vous obtenez dans vos observations et vous en déduisez la validité de votre modèle. C'est-à-dire qu'on n'a plus de moyens directs en analysant chacun des objets du ciel. Il y en a trop, donc vous faites une comparaison entre un univers simulé et un univers observé et vous le faites de manière statistique. Et ça marche, c'est la manière d'utiliser ce genre de choses. Donc c'est un certain bouleversement par rapport aux méthodes traditionnelles où l'astronome allait regarder un objet, et puis il allait l'étudier, et puis... Donc ça, c'est une révolution sur laquelle on est en train de vivre, qui donne maintenant vraiment... et qui a fournit énormément de résultats. Alors, tout ce que l'on connaît en cosmologie dépend de ces mesures d'astronomie à grand champ. Mais par contre, ça vous a des implications sur le stockage des données, la puissance de calcul qu'il faut pour traiter ça, pour faire les simulations.
Et ça veut dire aussi que vos équipes qui font ce genre de sciences doivent être nombreuses, parce qu'il faut des gens pour faire les simulations, pour l'analyse des données, pour construire les instruments. Donc vous avez des équipes qui sont relativement importantes. Ce qui est aussi un changement par rapport à l'astronome tout seul qu'on imagine dans sa coupole en train d'observer son étoile préférée. Donc l'astronomie multimessager, qui était aussi quelque chose qui est en train de se développer à très grande vitesse, c'est l'étude, alors cette fois-ci de sources individuelles, mais dans un domaine complètement différent. Donc déjà dans la partie lumière, on l'observe dans toutes les longueurs d'onde, depuis les gamma, les rayons X, l'ultraviolet, visible, l'infrarouge lointain, la radio. Mais aussi, on peut l'observer, enfin essayer de les observer dans d'autres, dans les particules, donc dans les rayonnements cosmiques, les électrons, les protons, ou quelque chose qui est vraiment en train de se développer sont les neutrinos, qui sont une classe de particules particulières qui interagissent très très peu avec la matière, ce qui fait qu'ils sont très difficiles à détecter, mais qui sont générés chaque fois que vous avez une réaction nucléaire, vous émettez un neutrino. Et donc ça donne des informations directes sur ce qui se passe dans les explosions d'étoiles, par exemple. Une explosion d'étoiles, une supernova va vous cracher beaucoup plus de neutrinos que de photons. Donc si on arrive à les détecter, ça vous donne des informations sur les supernovas qui ont explosé. Et puis récemment, donc les ondes gravitationnelles. Alors c'est essentiel, ça couvre beaucoup de problèmes de sources qu'on appelle à très haute énergie, c'est-à-dire des explosions d'étoiles, des fusions de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons, enfin ce sont des phénomènes violents qui dégagent énormément d'énergie pour qu'on puisse arriver à la détecter dans ces... Alors là, on arrive à un concept où il n'y a plus le télescope classique n'a plus grand sens, puisque en fait on ne détecte plus vraiment des photons au sens photon visible, enfin lumière visible, donc c'est des télescopes très particuliers. Bien que le LSST dont j'ai parlé, en fait, il soit optimisé pour chercher des objets transitoires. Mais les autres moyens sont complètement différents. Alors voilà, par exemple, le principe d'un, je ne sais pas si on voit beaucoup, ce qu'on appelle les télescopes Cherenkov. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être construit, qui s'appelle le CTA. Donc en fait, le principe est... Alors là, c'est un principe complètement différent. Vous avez un photon gamma qui arrive et qui heurte un noyau dans l'atmosphère. Il casse le noyau. Et comme il a très très haute énergie, il casse le noyau et ça fait une grande gerbe de particules, des électrons, des muons, enfin toute une série de particules chargées qui continuent à descendre vers la Terre et qui émettent de la lumière qu'on appelle la lumière Cherenkov. Et ça fait donc une espèce de cône lumineux que vous mettez un réseau de télescopes au sol et vous faites une analyse de ce cône lumineux et ça permet de remonter aux propriétés du photon initial. Il y a un peu de calcul à faire et de modèle, mais enfin ça fonctionne. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici, c'est en train d'être construit, ça deviendra opérationnel en 2024. Donc un réseau de télescopes Cherenkov. Donc c'est des télescopes qui sont simplifiés parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire de très grande qualité d'image. Ils ne font pas d'image. En fait, ils collectent la lumière émise par la gerbe. Et puis on en met de tailles différentes pour des affaires de taille des gerbes, etc. Donc ce système, c'est un consortium mondial. Il doit y avoir une trentaine de pays dedans. Enfin, c'est énorme. Il y aura 2 sites, un aux Canaries et un au Chili. Au Chili, il y aura typiquement 70 télescopes en tout, pour vous donner une idée du... Alors les neutrinos, ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment extrêmement récent. Enfin les neutrinos de très haute énergie, parce qu'on connaissait les neutrinos émis par le Soleil depuis longtemps. Et il y a 2 grands détecteurs, enfin il y en a un qui existe aux États-Unis. Alors quand on dit aux États-Unis, c'est sur la base américaine qui est au pôle sud. Et puis il y a un projet européen qui est en construction dans la Méditerranée. Alors le principe de détection d'un neutrino, c'est que comme c'est des choses qui interagissent très peu avec la matière, en fait on regarde
non pas les neutrinos qui viennent directement comme ça, parce qu'il n'y a rien pour les arrêter, mais on regarde ceux qui traversent la Terre. Donc ceux qui passent par en bas, ils ont une bonne chance même d'interagir avec un noyau ou une particule qui est dans la Terre, et à ce moment-là de créer une particule secondaire que l'on peut détecter. Donc en fait, on ne détecte pas le neutrino, c'est un peu comme pour les gamma tout à l'heure, on ne détecte pas le neutrino lui-même, on détecte la particule qu'il a chargée, qu'il a créée par interaction nucléaire. Et donc on utilise la Terre en fait comme détecteur, c'est assez particulier. Et donc vous avez besoin, le principe du détecteur, vous avez en fait un énorme des colonnes qui sont, alors pour Ice Cube c'est dans la glace, pour kilomètre 3 net c'est dans l'eau, qui font 2000, là pratiquement 3000 mètres, et il y a un détecteur de lumière, il y a 60 détecteurs de lumière le long de cette colonne, et quand vous avez une particule chargée qui traverse, eh ben on voit la lumière exactement comme on voyait la lumière de la gerbe dans le cas de CTA. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc vous avez ici une vue d'ensemble. Alors là, vous avez la base vie plus tous les ordinateurs, tout ce qu'il faut pour contrôler le système. Et ici, vous avez la foreuse, là, qui permet de faire ces puits de 2000 mètres de profondeur. En fait, on creuse avec de l'eau chaude, ça fait fondre la glace. C'est assez bête comme principe. Et donc, en dessous, vous avez 2000 mètres de glace équipés de puits avec des... Et donc voilà dans le fonctionnement, vous avez une particule qui est créée ici et qui après traverse le détecteur et est détectée par et donc vous pouvez reconstituer la trace de la particule, c'est analysé en temps réel et puis ça vous donne la direction de la particule incidente. Oui. Ce qu'il faut, en fait, il vous faut quelque chose de très grande taille. En fait, en gros, si on fait le calcul, il faut avoir un détecteur qui fait 1 km3. Pour avoir 1 km3, il faut que vous ayez 1000 mètres de profondeur dans un milieu transparent. Donc il y a deux possibilités, soit vous le faites dans la mer, soit vous le faites dans un endroit où vous avez une calotte glaciaire qui fait 2000 mètres. C'est donc... Et dans le continent, alors au pôle Nord, il n'y a pas ça, puisque la banquise n'est pas du tout assez épaisse. Donc il faut aller au pôle Sud. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça. Alors pour vous donner une idée de la difficulté tout de même, en 3 ans d'expérience, ils ont détecté 50 neutrinos. Et c'est tout de même un début. C'est encourageant. Mais c'est 50 neutrinos qui n'ont pas de prix. Donc, juste pour terminer, donc la détection des ondes gravitationnelles, donc là, c'est ce qu'on détecte, à ce moment-là, c'est plus des particules, c'est une déformation de l'espace, ce qu'on appelle une onde gravitationnelle qui est générée dans ce qu'on a trouvé par des fusions d'objets compacts, soit des trous noirs, soit des étoiles à neutrons. Et le principe est assez simple, vous faites une mesure de distance relative entre deux bras d'un interféromètre. Donc quand vous avez une onde gravitationnelle, elle va faire bouger ce miroir et celui-là de manière un petit peu différente, décalée. Et vous avez un interféromètre de Michelson, qui est un instrument de laboratoire assez standard, enfin, qui existe. Sauf que là, il fait 3 km de long. Et vous mesurez des mouvements, les mouvements relatifs des deux miroirs, c'est plus petit que la taille d'un atome. Sur 3 km. C'est assez extraordinaire. Donc les gens ont mis 20 ans à arriver à faire fonctionner ce genre de truc. Et bon, maintenant ça fonctionne. Et ils en ont trouvé. Ça c'est Virgo, donc qui est en Italie à côté de Pise.
Donc vous avez les deux bras de l'interféromètre, et puis il y a l'équivalent donc aux États-Unis, avec deux autres interféromètres très très voisins, qui sont d'ailleurs en avance par rapport à Virgo. Et donc ce que vous voyez, bon, c'est comme je l'ai dit, c'est donc la fusion de deux trous noirs. Alors les trous noirs, c'est pas spécialement intéressant parce que ça émet des ondes gravitationnelles, mais c'est tout ce que ça fait. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les étoiles à neutrons, parce que là, ça fait non seulement des ondes gravitationnelles, mais ça aussi émet de la lumière. Alors de la lumière dans les hautes énergies, mais donc on peut faire des études plus détaillées. Et justement, c'était le grand succès de cette année, c'était la détection de cet événement. Donc en fait, vous avez ici un diagramme. Donc ça, c'était les deux interféromètres américains. Donc ici, vous voyez les oscillations des positions des deux miroirs. Et vous voyez l'onde passer. Et en fait, ici, c'est une représentation. Vous avez la fréquence et l'amplitude. Donc vous avez une augmentation de la fréquence et une augmentation de l'amplitude qui correspond au moment où il y a la fusion. Et donc, oui, c'est un des signaux qui sont détectables. Je veux dire, c'est pas. Et le fait qu'on trouve les trois identiques avec les décalages simplement dus au temps d'arrivée sur les trois interféromètres, ça montre bien que ce sont des signaux réels et pas des signaux inventés. Et là, vous avez ici donc dans le même diagramme donc fréquence amplitude pour l'événement, donc détecté par les interféromètres à ondes gravitationnelles. Et ici, vous avez le signal détecté par ce satellite Fermi, qui est un satellite américain, un satellite qui fonctionne dans le rayonnement gamma. Et puis ici, par le satellite européen Intégral, qui fonctionne à un peu plus basse énergie que Fermi. Et vous voyez que donc il y a la fusion des deux étoiles à neutrons ici, et puis quelques secondes après, 2 secondes après, vous avez l'émission de photons gamma à très haute énergie. Et après, donc les gens ont pu faire des études pour le mesurer dans le visible, etc. Donc on peut faire une étude complète de ce type d'événement et donc comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce. Donc, j'arrive un peu à la fin de mon exposé, j'ai tout été un peu long. Je voulais juste terminer par 2-3 considérations sociologiques sur cette évolution. Vous voyez que à la fois c'est fascinant parce qu'on peut faire des choses qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire dans le temps. Ça a complètement changé la méthode d'analyse, enfin, un certain type d'astronomie en tout cas. Et par contre, ça a des gros impacts sur la manière dont on fait de l'astronomie. Alors il y en a deux. Il y en a un qui est sociétal, c'est-à-dire c'est des instruments qui coûtent cher. Et puis il y en a un autre qui est sociologique. C'est que on fait plus de l'astronomie de ce type-là comme on faisait de l'astronomie dans le temps. Donc, juste pour vous fixer les ordres de grandeur, voilà un peu les coûts des grands télescopes. Donc le VLT a coûté 500 millions d'euros dans les années. Il a fonctionné dans les années 98. Et puis donc c'est ALMA, donc qui est un interféromètre radio. La partie européenne a coûté 500 millions d'euros. Le coût total est un peu plus d'1 milliard. Le LT, le coût actuel, mais qui n'est pas le coût actuel, c'est 1 milliard 100. En fait, le coût final sera plutôt voisin de 1,3 milliard d'euros. Parce que là, on n'a financé qu'une partie. Le programme le plus dément au sol est le Square Kilometer Array, qui est un projet de radioastronomie qui n'est pas complètement financé. Ce qui est financé, c'est la phase 1 qui ne vaut qu'un demi-milliard. Et la phase 2, lorsqu'ils ont essayé de faire le calcul, ils sont arrivés à 5 milliards. Ça a fait tellement peur qu'ils ont mis à confirmer. Oui,
Et puis les projets spatiaux, bon, j'ai listé ici un certain nombre de satellites. Vous voyez, ça tourne entre, disons, typiquement le milliard d'euros, à l'exception du JWST qui, lui, coûte au minimum 8 milliards de dollars. Et ça, c'est même une évolution qui est assez récente. Vous avez ici l'évolution du coût des observatoires. Alors, les carrés, c'est ce que les projets spatiaux, et les losanges, c'est les projets au sol. Alors, on voit qu'il y a on est passé de programmes qui coûtaient dans les moins de, disons, 300 ou quelques centaines de milliers d'euros à des programmes qui valent le milliard d'euros. Et on voit aussi que les projets au sol coûtent le même prix maintenant que les projets spatiaux. Et ça, c'est une évolution récente. Alors ici, c'est le Hubble Space Telescope et le JWST. En fait, ils sont largement au-delà, ils sortent de l'épure. Donc, ouais. Donc, mais enfin, on voit qu'on ne peut pas continuer cette évolution indéfiniment. Il y a un moment où les politiques vont dire bah, ça coûte moins cher d'étudier la biodiversité que de construire. D'ailleurs, ils le disent déjà. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on change la sociologie. Quand on commençait l'astronomie classique, c'était un astronome tout seul dans sa coupole, même avec une pipe dans le cas de Hubble. Il y avait aussi un chien d'ailleurs. Dans les années 80, l'équipe qui construisait un instrument, c'était ça, c'était 4 personnes. Et puis ils installaient ça sur un télescope. Il y avait un opérateur pour faire fonctionner le télescope. Dans les années 2010, ça c'était un instrument de l'ESO, ça c'était lorsqu'ils ont réussi à le faire fonctionner. Donc on arrive à 15 personnes, ça reste raisonnable. Maintenant, si vous voyez l'équipe scientifique Euclide, c'est 1200 personnes. C'est pas la même échelle. Et si vous prenez le LSST, c'est pareil. Si vous prenez les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Le premier papier sur la détection des ondes gravitationnelles, il fait 10 pages. Sur les 10 pages, il y a 7 pages d'auteur. Ça vous dit le... Et en fait, on le voit même sur des télescopes classiques. Vous voyez ici le nombre de papiers et puis le nombre d'auteurs. Ici, vous avez le nombre d'auteurs par papier. Donc, pendant très longtemps, on avait 4, 5 auteurs par article scientifique. Maintenant, on est en moyenne à 10, 12. Voilà. Et on a des papiers sur lesquels il y a plus de 100 personnes. Donc, l'astronomie, c'est vraiment devenu... Certaines parties de l'astronomie sont devenues ce qu'on appelle une big science en anglais. C'est une grosse science. Alors, c'est bien parce que ça fournit des résultats nouveaux, ça donne accès à des possibilités nouvelles. Mais ça a des tas d'implications. En particulier, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un dans un gouvernement en lui disant j'ai une idée géniale, ça va coûter 1 milliard d'euros, vous me le donnez comme ça. En général, il faut argumenter, et ça prend déjà du temps. Donc il faut avoir une prévision stratégique à long terme, mettre des priorités, arriver à convaincre les gens, faire des consortiums. Vous ne pouvez plus le faire au niveau d'un pays, mais il faut le faire au niveau de l'Europe au minimum, quand ce n'est pas mondial. Vous avez des plans de développement qui sont très longs. Construire un instrument pour le spatial, ça a toujours été une dizaine d'années. Les gens qui ont travaillé sur les LIGO, Virgo, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur le faire fonctionner. Et ça veut dire que vous avez des ressources humaines et financières capables de rester sur ce projet. Il faut que vous ayez des gens qui travaillent. Vous ne pouvez pas faire ça à coup de vacation avec quelqu'un qui vient 6 mois. Ça ne marchera pas. Donc il faut que vous ayez du personnel qui reste longtemps.
Et ce personnel, qu'est-ce qu'il fait une fois que le projet est fini? Parce qu'il est complètement épuisé. Il a travaillé toute sa vie sur ce projet, enfin la moitié de sa vie sur ce projet, et qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas simple comme question. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement important pour l'ego des scientifiques. Beaucoup de scientifiques ont des très très forts égos, donc ils aiment bien être reconnus pour le rapport qu'ils ont fait à la science. Alors quand vous étiez tout seul sur votre coupole et que vous faisiez une découverte, c'était facile. Quand vous êtes noyé au milieu de 1000 personnes, c'est plus dur de dire qui a fait quoi. Et donc, alors ça pose un problème pour la reconnaissance, pour la satisfaction des égos, mais aussi pour gérer la carrière des gens. Parce que vous avez à gérer la carrière des gens sur des projets qui durent 10-15 ans. Et que, le prix Nobel, c'est plus facile, ils prennent juste, pour les ondes gravitationnelles, ils ont pris le chef de projet, le théoricien qui avait fait toutes les simulations originales, et puis, je ne sais plus quel est le troisième. Enfin, il n'y avait pas de discussion. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que on est à un changement de manière de travailler et que c'est pas complètement neutre. C'est pas neutre sur la manière dont on fait de l'astronomie, c'est pas neutre sur la manière dont on obtient les financements, et c'est pas neutre sur vraiment les gens. Et il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler dans ce type d'environnement. C'est pas simple. Quand on travaillait, quand j'ai commencé, on faisait des instruments, des 4-5, c'était des amis, on se connaissait, on allait boire un Ricard. Là, à 1000 personnes, ça devient plus dur. Il faut plus de Ricard. Donc, il y a, en fait, on est en train d'apprendre à vivre dans ce nouveau contexte. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. J'avais posé la question, mais le débat a déjà un petit peu commencé, donc voilà. Réagissez, pensez à bien parler dans le micro, sinon on n'entend pas les questions. Voilà. Mais non, voilà. Oh, bah, il n'y a plus de remarques? Bon, bah, moi, je vais juste en faire une. C'était sur la première partie. C'était sur le schéma militaire astronomie. Et en fait, il y a un schéma qui existe aussi, c'est astronomie publique, parce que sur la question de la turbulence atmosphérique, il y a eu un projet qui a été mené par l'Observatoire de Paris. On s'était rendu compte, enfin, au niveau médical, que le liquide dans l'œil avait à peu près les mêmes propriétés qu'une atmosphère. Et donc, lorsqu'on maîtrise l'analyse de l'atmosphère atmosphérique, est bien appliquée à des objets en fait, d'imagerie ophtalmologique, les problèmes sont les mêmes, et donc il y a eu des systèmes qui ont été mis au point pour analyser plus finement le fond de l'œil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont maintenant en opération assez routinière dans les hôpitaux spécialisés surtout pour les opérations de la rétine. Ça permet d'avoir des images extrêmement nettes de la rétine. Mais, non, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de toutes les retombées des techniques développées par l'astronomie mais il y en a beaucoup. Je veux dire, toutes les méthodes de tomographie que vous utilisez en imagerie médicale ont été inventées par les radioastronomes, par exemple. Donc il y a énormément de retombées des technologies utilisées en astronomie pour les applications grand public. Il y a un exemple en informatique où il y a un logiciel qui a été développé pour recadrer les images des étoiles. Et donc ce même logiciel, cette même base de logiciel a été détournée pour faire un logiciel qui permet de reconnaître les morceaux de musique en écoutant un tout petit morceau de la musique. C'est le même logiciel en fait, Oui. Qui au départ a été développé pour l'astro. Oui, non, mais il y a plein de retombées comme ça.
Les astronomes sont assez bons pour valoriser ce qu'ils ont développé. Oui, soyons un peu fous et en considérant que les obstacles que vous venez d'évoquer à caractère sociologique, sociétaux et technologiques soient, je dirais, sinon résolus, en tout cas bien maîtrisés, quels sont derrière les rêves, voire les fantasmes des astronomes actuels? Alors, on peut déjà, enfin, en ce qui concerne alors il y a des rêves qu'on sait qui vont se réaliser, en particulier dans le spatial, puisqu'on connaît la programmation de l'Agence spatiale européenne jusqu'en 2032 maintenant. Donc on sait que les prochains grands observatoires qui seront envoyés, à l'horizon 2030, ce sera un énorme télescope pour observer dans les rayons X. À l'horizon 2032, peut-être, ce sera un énorme interféromètre qui s'appelle LISA, qui détectera des ondes gravitationnelles, mais à basse fréquence. Parce qu'au sol, on ne peut pas le faire parce qu'on est trop dominé par le bruit sismique de la Terre. Donc si vous voulez aller voir des choses à très basse fréquence, il faut aller dans l'espace. Quand les ondes gravitationnelles qui sont détectées, là, sont des ondes gravitationnelles à haute fréquence. Hein, c'est de l'ordre du kilohertz. Donc, à plus basse fréquence, il faut aller dans l'espace. Donc là, pour donner le bras de l'interféromètre, ça sera un triangle. Et la longueur du triangle, c'est 1 million de degrés. 1 million de kilomètres. Toujours analysé au nanomètre. Donc ça, par contre, c'est décidé. C'est décidé. C'est pas complètement dans les têtes. Bon, il faut encore le faire, mais non, c'est... Alors, côté américain, c'est un peu plus compliqué parce que le financement des projets américains dépend du financement annuel de la recherche. Ça a toujours été un problème. C'est le Congrès qui vote le budget chaque année. Et il peut décider d'arrêter ou de relancer. Alors évidemment, en plus, avec Trump, ça devient de plus en plus incontrôlable. Mais enfin, ça existait avant, c'est construit par principe. Donc ils ont des programmes. Ils avaient un programme comme Euclide, que j'ai mentionné, donc pour l'imagerie à grand champ. Au lieu d'être dans le visible, c'était dans l'infrarouge, qui vient d'être arrêté par la NASA, ressuscité 15 jours après par le Congrès, et probablement en train de remourir. Mais il peut ressusciter dans 2 ans, je veux dire, on ne peut pas savoir. Sur les ondes gravitationnelles au sol, il y a des améliorations de ce qui existe, mais il n'y aura pas de choses vraiment nouvelles. Il y en aura plus parce qu'ils veulent en construire en Chine et en Inde, ce qui donnera une couverture plus importante et donc une meilleure précision de localisation. Sur les neutrinos, il y a le projet européen qui est en train de se développer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera opérationnel ou pas, mais enfin bon, ils ont commencé à travailler dessus. Et les Américains travaillent sur une extension de IceCube. Après, je dirais aussi, pour nous, le fantasme, ce sera déjà d'avoir l'ELT fonctionnant. Parce que c'est même un challenge. On n'a jamais construit un télescope de cette taille-là. C'est même un gros morceau. Et les instruments sont à l'image du télescope. Donc, c'est quelque chose qui est... Sur le James Webb, oui, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui. Le James Webb Telescope? Ouais. Non, l'Europe a une petite contribution. À quelle hauteur L'Europe fournit un des instruments, un spectrographe, et puis l'ESA finance le lancement. Ils ont offert un lancement par Ariane 5, ce qui était à mon avis une mauvaise idée parce que c'est un risque énorme. Je veux dire, si la fusée explose,
c'est pas forcément. Et ça Bon. fonctionnera avec comme le modèle français, c'est-à-dire que après les pays ils ont la part d'observation en fonction de leur part de financement. Ou c'est la Alors, méthode américaine où c'est le plus gros qui commande pour les autres. non, là, il y a une part minimum qui est donnée à l'Europe pour au prorata de la contribution financière européenne. Mais ça n'empêche pas que l'Europe peut avoir plus de temps. Simplement, s'ils font des très bonnes propositions, elles sont évaluées par un comité d'évaluation, et si elles sont meilleures que les propositions américaines, on aura plus de temps. De même que les Américains peuvent de la même manière utiliser les télescopes de l'ESO s'ils font des propositions exceptionnelles. Donc il y a une politique, disons, d'attribution du temps sur tous les télescopes, tous les observatoires du monde, qui privilégie évidemment les gens qui ont payé, ce qui est normal, mais qui laisse un accès aux observateurs extérieurs, à condition qu'ils fassent des propositions vraiment exceptionnelles qui ont un intérêt scientifique exceptionnel. Comment ? Si c'est un observateur américain qui vient observer à l'ESO, on ne le fait pas payer. Ça rentre dans les fournitures. Par contre, évidemment, l'ESO ne paye rien pour l'analyse des données qui sera faite par les Américains. L'astronomie, la recherche astronomique planétaire dans le système solaire, les dirigeables sur Vénus, aller se poser sur Europe, tout ça, ça fait partie des rêves ou c'est au-delà des rêves? Alors ça fait pas partie des rêves parce qu'il y a des choses qui sont déjà planifiées. Alors j'en ai pas parlé parce que d'abord c'est pas mon domaine donc je connais moins. Ensuite parce que financièrement c'est complètement séparé. C'est-à-dire qu'à l'Agence spatiale européenne, il y a un budget qui s'appelle exploration du système solaire et il y a un budget qui s'appelle sciences de l'univers. Donc qui couvre donc le premier couvre tout ce qui est l'exploration planétaire, envoyer des sondes sur Jupiter, sur Saturne, enfin Vénus, etc. Y compris les projets bases lunaires qu'ils ont. Et puis il y a un autre budget séparé qui couvre tout ce qui est au-delà du système solaire. Et c'est pareil, alors aux États-Unis c'est un peu plus mélangé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de tensions entre la partie exploration du système solaire et la partie univers plus lointain. Alors la Chine, pour l'instant, a un programme spatial qui est en train de se développer avec une très très grande vitesse. Et on a des collaborations franco-chinoises sur plusieurs satellites, aussi bien en observation de la Terre qu'en astronomie. Ils ont, sur les très grands projets d'exploration, pour l'instant, leur priorité, c'est la Lune. Ils veulent installer un jour une base sur la Lune. Pour l'instant, ils n'ont pas de mission, à ma connaissance, sur des planètes autres, Jupiter ou Mars. C'est vraiment leur grande priorité, leur grand projet. Et donc là, ils viennent de lancer une mission pour aller avoir déposé sur la Lune un petit robot qui ira sur la face cachée de la Lune. Qui fera comme Curiosity sur Mars. Mais ils sont en train de c'est impressionnant la Chine. On a commencé à travailler sur un projet avec la Chine sur un satellite d'observation dans les rayonnements gamma en 2005. On avait devant nous 4 personnes, il y en avait un seul qui parlait anglais. Et leur expérience du spatial, c'était lancer quelque chose qui avait la même technologie que Sputnik. Maintenant, ils ont une usine, 5 salles blanches. Ils ont déjà lancé 2 satellites. Ils ont des centaines d'ingénieurs avec une moyenne d'âge de 30 ans. Ils parlent tous anglais. Ils sont formés aux méthodes du spatial et c'est incroyable. En 10 ans, ils ont rattrapé une très très grande partie de leur retard dans le domaine spatial et dans le domaine sol aussi. Ils sont extrêmement ambitieux et des très grands projets.
Et une fois qu'ils ont décidé quelque chose, ils ont beaucoup d'argent pour ça, et puis ils ont beaucoup de gens. Alors ça avance. C'est assez impressionnant. Oui, vous avez peu évoqué un domaine qui fait l'objet d'un assez grand engouement de la part du grand public, qui est celui des exoplanètes. Est-ce que c'est parce que c'est anecdotique? Non, c'est pas du tout anecdotique. C'est parce que je ne me suis pas tellement focalisé sur la partie scientifique, mais plus sur les outils. Toute la première partie de ce que j'ai raconté sur la haute résolution angulaire est entièrement, maintenant, elle est pratiquement entièrement dédiée aux études sur les exoplanètes. L'ELT est la machine à faire des études sur les exoplanètes. Et c'est pour ça qu'on a, malgré les difficultés de financement, on a gardé le miroir à 39 mètres, parce que sinon, on perdait sur la capacité d'aller imager des exoplanètes. Donc, enfin, pas forcément imager, mais enfin, en tout cas faire des études de la spectroscopie sur des exoplanètes. Non, c'est au contraire. Il y a deux grands domaines qui sont en expansion. Bon, il y a tout ce qui est la partie cosmologie. Maintenant, il y a la partie Voie lactée avec avec Gaïa, avec tout ce qu'on va pouvoir faire sur Gaïa. Et puis, il y a la partie exoplanète qui a explosé depuis. Il y a trois missions ESA sélectionnées pour des recherches sur les exoplanètes. Ils sont déjà sélectionnés, qui vont fonctionner dans les années qui viennent. Et les Américains ont relancé encore une mission il n'y a pas longtemps dédiée aux exoplanètes. Et une des justifications principales de faire des télescopes de la classe 30-40 mètres, c'était vraiment la recherche sur les exoplanètes. Non, ça... 40 mètres, oui. La limite. Oui. C'est-à-dire, si on descend à... Oui, mais enfin bon, en fait, on connaît le nombre d'étoiles qui sont à une distance. Pour avoir un échantillon suffisant d'exoplanètes, ça vous donne une distance, un nombre d'étoiles. Ce nombre d'étoiles, ça vous donne la distance à laquelle vous devez aller, ça vous donne la luminosité, et ça vous donne la taille du télescope. En fait, c'est relativement simple à faire comme calcul, puisque après, c'est un problème de sensibilité et puis de résolution angulaire. À combien de planètes on aura accès pour éventuellement analyser leur atmosphère? Oh, c'est plusieurs centaines. Pas plusieurs milliers. Je ne pense pas, non. Et le JWST aura aussi tout un volet exoplanète. Alors, le problème du JWST, c'est qu'il a deux... Bon, il est dans l'infrarouge, mais ça, c'est plutôt bien d'être dans l'infrarouge, de toute façon. Il a l'étude des galaxies les plus lointaines et les exoplanètes. Donc il y aura une compétition féroce entre les deux communautés. Et probablement le temps sera partagé en deux. Donc l'impact du JWST sur les exoplanètes sera limité parce que c'est un seul télescope qui doit être partagé entre beaucoup de programmes scientifiques. Bien. On a fini. Voilà. Bien, merci.